7 tireurs d'élite retranchés, 8 soldats d'élite bloqués sous le feu croisé, et une voix inconnue sur la fréquence qui promettait de tout régler en 12 minutes. Les commandants se sont tus. Le centre opérationnel a retenu son souffle. Personne ne connaissait cet indicatif. Personne n'avait autorisé cette intervention. Ce qui s'est passé ensuite a été disséqué dans les écoles de tireurs d'élite pendant des années. C'était classifié, et ça n'aurait jamais dû être possible. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre n'était pas destiné au public. Abonnez-vous, activez les notifications et écrivez en commentaire votre pays ou votre région pour qu'on sache d'où vous êtes. La nuit tombait sur les montagnes comme une main qui se ferme. Lentement, inexorablement, avec cette précision que seule la nature connaît, ni hâtive ni indifférente, simplement inéluctable. Le lieutenant-commandant Daniel Foster s'aplatit derrière le rebord rocheux de la crête et porta ses jumelles à vision nocturne vers le fond de la vallée. 300 mètres en contrebas, l'enceinte se découpait dans le vert phosphorescent des optiques comme une cicatrice sur la peau de la terre. Il l'observa 30 secondes, puis 1 minute, puis il posa les jumelles et ferma les yeux. Ce qu'il venait de voir lui nouait l'estomac. Larson. Sa voix ne dépassa pas un murmure, à peine assez fort pour franchir les 2 mètres qui le séparaient de son second. « Dis-moi ce que tu comptes. » Le sous-officier, un Suédois naturalisé dont le calme glacial était presque inquiétant en temps normal, examina la cible à son tour. Le silence dura. Autour d'eux, les 7 autres hommes de l'élément restaient immobiles dans l'obscurité, chacun à son poste, chacun conscient que quelque chose avait changé dans la façon dont leur chef retenait sa respiration. Au fond de cette poste élevé, dit enfin Larson. Il posa les jumelles avec une lenteur délibérée. Secteur de tir croisé. Chaque couloir d'approche est verrouillé 2 fois, certains 3. Foster ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. La mission avait été conçue pour être propre. Entrer par le flanc nord, neutraliser les 2 sentinelles en rotation devant l'entrepôt central, extraire le paquet de renseignements que l'agent infiltré avait constitué au péril de sa vie depuis 4 mois et ressortir avant l'aube. 4 heures de travail, pas davantage. Le genre d'opération que l'on qualifie de routine dans les briefings. Ce mot absurde qui ne signifie rien sur le terrain, mais rassure ceux qui dorment dans des lignes propres. 7 tireurs d'élite retranchés n'auront pas été mentionnés dans les briefings. Pas 1, pas 2, 7, et ce n'étaient donc pas des gardes ordinaires postés en haut d'une tour pour donner l'illusion de la vigilance. Leur position était blé construite, renforcée, dissimulée dans la topographie naturelle avec une intelligence professionnelle que Foster reconnut immédiatement pour l'avoir étudiée, pour l'avoir enseignée, pour l'avoir pratiquée lui-même pendant 12 ans. Ces gens avaient été formés par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Leurs secteurs se recouvraient mutuellement avec une précision qui supprimait tout angle mort. Avancer de 30 mètres dans n'importe quelle direction signifiait entrer simultanément dans 2, parfois 3 couloirs de tir. Foster pensa à ces 8 hommes. Il pensa au temps qu'il restait avant l'aube. Il pensa à l'agent infiltré qui attendait peut-être à l'intérieur de cette enceinte que quelqu'un vienne le sortir de là. Il saisit sa radio. « Grille-œil, ici Fantôme 1. » La réponse vint en quelques secondes, la voix du contrôleur au sol posée et légèrement distante. Comme toujours, ces voix qui parlent un cours de la mort depuis un poste sécurisé n'ont jamais tout à fait le bon timbre. Fantôme 1, grille-œil. Situation ? 7 nippes de tireurs d'élite retranchés sur les points hauts. Arc de feu croisé sur toutes les voies d'approche. Impossible d'avancer sans déclencher simultanément plusieurs tireurs. La mission est compromise. Il marqua une pause puis ajouta ce qu'il n'aimait pas dire. Nous demandons une solution d'extraction alternative. Le silence qui suivit fut de la nature de ceux qui en disent long. Le contrôleur couvrit son micro. Foster l'entendit à la qualité du fond sonore et consulta quelqu'un. 30 secondes, 1 minute. Fantôme 1. Pouvez-vous engager les tireurs depuis votre position actuelle ? Foster regarda Larson. Larson haussa imperceptiblement une épaule. La réponse était non, et ils le savaient tous les deux. Les nains s'étaient en hauteur, en défilement partiel, et les engagés depuis la crête revenaient à révéler leur position à l'ensemble du dispositif. Dans le meilleur des cas, ils en descendraient en 2 ou 3 avant d'être localisés. Dans le pire, ils n'en descendraient aucun. Négatif, grille-œil. Les angles sont défavorables et l'engagement révèle notre présence. Nous répétons la demande d'extraction alternative. Nouveau silence, plus long cette fois.
Foster sentait les secondes passer avec cette acuité particulière que l'on développe après des années passées dans des endroits où chaque seconde peut être la dernière. Autour de lui, ces hommes attendaient en faute sans bouger, professionnels jusqu'au bout. Mais il connaissait chacun d'entre eux et il savait reconnaître la tension dans l'angle d'une épaule, dans la façon dont une main se resserre imperceptiblement sur une crosse. Ce fut alors que la voix surgit. Elle ne venait pas de Grilleuil. Elle ne correspondait à aucun indicatif prévu dans l'ordre d'opération. Elle s'imposa sur la fréquence avec la tranquillité de quelqu'un qui a l'habitude que ses paroles suffisent. Ni hâte ni emphase, juste une certitude tranquille portée par un léger accent dont Foster ne sut pas immédiatement quoi faire. Fantôme 1, ici, Spectre 3. J'ai une vue directe sur les 7 postes de tireurs. Donnez-moi 12 minutes et vos couloirs seront dégagés. Foster se figea. Il parcourut mentalement la liste de tous les éléments qui auraient dû figurer dans son briefing et n'y trouva rien qui ressemblât à Spectre 3. Aucun appui sniper n'avait été prévu. Aucune unité d'appui n'était censée opérer dans ce secteur. Il ouvrit la bouche pour demander une identification quand Grilleuil le coupa. Fantôme 1, maintenez votre position et laissez Spectre 3 exécuter. Spectre 3, vous êtes autorisé à engager. Soyez propre. Propre, le mot favori de ceux qui parlent pensant depuis des postes sécurisés. Foster fixa l'obscurité devant lui. 12 minutes. 7 tireurs d'élite retranchés dans des positions professionnellement construites. Et une voix anonyme sur une fréquence qui promettait de les effacer, tous comme on rature des erreurs sur une page. Il voulut demander qui était Spectre 3. L'impulsion fut presque physique, mais le commandement avait validé sans une hésitation, avec la fluidité de gens qui connaissent en quelque chose qu'ils ne savent pas, et dans ce métier, l'ignorance a parfois la vertu de préserver du doute par alliant. « Compris », dit-il simplement. Et il attendit. 72 heures plus tôt, Sarah Whitfield ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas depuis 6 heures, et elle ne bougerait pas avant que l'obscurité soit suffisamment dense pour autoriser le léger déplacement de poids qu'elle s'accordait chaque soir, 10 minutes de repositionnement millimétré pour laisser le sang regagner les membres engourdis, sans jamais laisser le canon dériver d'un degré, 6 heures d'immobilité absolue sous un soleil qui avait frappé les pierres comme un marteau jusqu'à ce que les pierres elles-mêmes semblent vouloir se rendre. Elle avait cessé de ressentir ses pieds depuis le début de l'après-midi. Ce n'était pas un problème. Elle avait appris à ne plus avoir besoin de les sentir. À 29 ans, Sarah Whitfield comptait 8 années dans les Marines et une façon d'habiter le silence que ses instructeurs avaient d'abord prise pour de la dissociation avant de comprendre que c'était simplement de la méthode. Elle n'était pas de ces soldats qui luttent contre l'immobilité. Elle l'habitait comme on habite une langue maternelle, sans effort conscient, sans mérite particulier, parce que c'était ainsi que son esprit fonctionnait depuis l'enfance, cette capacité à s'absenter de soi-même tout en restant parfaitement présente. 1000 mètres devant elle, l'enceinte découpée, sa géométrie brutale dans la lumière rasante du soir. Selochelo li a onzi. Soleil en train de descendre, murmura Jake Reeves dans l'oreillette, depuis sa cache secondaire à 200 mètres sur sa gauche. Sa voix était ce qu'elle était toujours, égale, légèrement nasale, avec cette économie de mots qui était sa façon de dire qu'il veillait. « Tu peux t'étirer ». Sarah commença la séquence. Chaque déplacement durait 3 secondes, séparé du suivant par une pause. Les genoux, les hanches, les épaules, dans l'ordre exact qu'elle répétait depuis 4 ans, le même ordre à chaque fois parce que la répétition est la seule chose qui résiste au chaos. Son fusil ne bougea pas. Son regard ne quitta pas l'oculaire. C'est pendant cet étirement qu'elle les compta pour la première fois avec une attention méthodique. Les 7 postes. Elle les avait repérés dès l'installation, bien sûr. C'est la première chose qu'on fait, identifier les menaces, les classer, s'en souvenir. Mais là, dans la lumière mourante qui aplatissait les reliefs et révélait les ombres portées avec une clarté presque photographique, elle les vit autrement. Elle vit la façon dont ils s'articulaient entre eux. « Jake, les positions élevées, tu les as toutes ?»« 7. » Un silence. « J'en ai compté 7. Regarde leur secteur. » Il ne répondit pas tout de suite. Elle savait qu'il regardait, qu'il faisait le même calcul qu'elle venait de faire, traçant mentalement les lignes de tir depuis chaque poste et observant comment elles se recouvraient. Quand il parla, sa voix avait changé d'un degré imperceptible. Pas d'inquiétude exactement, mais quelque chose d'adjacent. Pas de zone morte. Ils se couvrent mutuellement jusqu'au sol. « Ce ne sont pas des locaux, dit Sarah. »
Elle n'en avait pas encore la certitude absolue, mais l'architecture de ce dispositif lui parlait dans un langage qu'elle reconnaissait. Les amateurs construisent de pain des postes d'observation. Les professionnels construisent des systèmes. Ce qu'elle voyait était un système, pensé, testé, optimisé par quelqu'un qui avait étudié comment des unités comme la sienne opèrent et qui avait conçu une réponse spécifique à ces méthodes spécifiques. Quelqu'un les a formés sérieusement, ajouta-t-elle. Ça complique notre sortie, dit Reeves. Sa mission à lui aussi avait une fenêtre, un objectif, une logique propre. 7 tireurs d'élite professionnels entre eux et le chemin du retour, c'était le genre de variable qui oblige à réviser les calculs. Sarah ne répondit pas. Elle avait commencé à noter mentalement, non dans un carnet, jamais de traces écrites dans une cache, mais dans cette mémoire de travail qu'elle avait entraînée pendant des années à retenir des chiffres, des angles, des rythmes, le poste numéro 3, crête-haie, vue dégagée sur tous les autres. Distance estimée, 850 mètres, le poste numéro 7, flanc ouest, rotation plus fréquente. Ce tireur-là s'ennuie, ou il a froid, ou il est moins discipliné que ses camarades. Le poste numéro 2, ridge sud, le plus éloigné, près de 1100 mètres depuis sa position. Elle ne savait pas encore pourquoi elle enregistrait tout cela avec une telle précision. Sa mission concernait l'intérieur de l'enceinte, pas son périmètre. Mais quelque chose dans sa façon de travailler, une conviction forgée par des années à apprendre que le terrain révèle toujours plus que le briefing, lui dictait de continuer à regarder, à compter, à comprendre. Les informations qu'on ne cherche pas sont parfois les seules qui sauvent. Le deuxième jour ressembla au premier, comme tous les deuxièmes jours ressemblent au premier dans ce métier, en plus long, en plus lourd, avec cette usure sourde qui s'installe dans les articulations et dans l'esprit, sans qu'on puisse dire à quel moment exact elle a commencé. Sarah observa, elle compta, elle mémorisa. Les rotations des 7 postes suivèrent une logique globalement cohérente, avec des intervalles de 40 à 50 minutes selon les positions. Globalement, parce que le poste numéro 4 dérogeait à la règle, et c'est cette dérogation qui, dès le deuxième matin, accapara une portion disproportionnée de l'attention de Sarah. Le tireur en position 4, flanc nord-est, en retrait par rapport aux autres, à 968 mètres d'après ses calculs, ne suivait aucun cycle prévisible. Il ne se levait pas, il ne s'étirait pas, il ne trahissait aucun des petits relâchements que les hommes laissent échapper quand ils croient que personne ne les regarde depuis un millier de mètres. Son secteur de surveillance balayait avec une régularité qui n'était pas mécanique mais raisonnée. Il variait ses angles, il marquait des pauses aux endroits où un observateur ordinaire aurait continué à pivoter, comme s'il savait que l'irrégularité est une forme de protection. Quelqu'un lui avait appris ça. Ou il l'avait appris seul, ce qui était plus inquiétant encore. Sarah passa plusieurs heures à l'étudier avant de murmurer à Reeves ce qu'elle pensait. Le 7 est différent. Je vois ça. Il anticipe. Il ne réagit pas. Il anticipe. Reeves ne répondit pas, ce qui signifiait qu'il était d'accord et qu'il n'avait rien à ajouter. C'était une des qualités qu'elle appréciait en lui. Il ne parlait pas pour meubler. La fascination que ce tireur exerçait sur elle n'était pas de l'admiration ou pas seulement. C'était la reconnaissance d'un adversaire qui avait intégré les mêmes principes qu'elle, par d'autres chemins, vers d'autres fins. Et la reconnaissance, dans ce métier, ne dispensait pas de la menace. Elle l'accentuait. Ce fut le 3e après-midi, dans la chaleur immobile qui précède le basculement du jour, que le souvenir remonta. Il remontait toujours à ce moment-là, dans les longues heures creuses où le corps est contraint à l'inaction, et où l'esprit, livré à lui-même, refait inlassablement le chemin vers ses douleurs de prédilection. Ahmad Karimi s'appelait le camarade qu'elle n'avait pas sauvé, un tireur d'élite de son unité lors d'une mission en zone urbaine, 18 mois plus tôt. Elle avait eu la cible dans son réticule pendant 3 secondes. 3 secondes où quelque chose dans la géométrie de la scène lui avait semblé légèrement faux. Pas assez faux pour décider, juste assez pour hésiter. Elle avait attendu une fraction de seconde supplémentaire pour être certaine. Ahmad était mort pendant cette fraction de seconde. L'enquête avait conclu à une situation impossible à anticiper. Ses supérieurs lui avaient dit qu'en prodiguant qu'elle n'aurait rien pu faire différemment. Elle savait que c'était faux. Elle aurait pu préparer davantage. Elle aurait pu cartographier ce couloir urbain avec la même minutie obsessionnelle qu'elle consacrait désormais à chaque position, chaque angle, chaque variable. Si elle avait su, elle n'aurait pas hésité. Et si elle n'avait pas hésité, peut-être qu'Ahmad serait rentré. La préparation transforme l'impossible en résultat attendu. Elle s'était répété cette phrase si souvent
qu'elle avait fini par perdre sa texture de maxime pour devenir quelque chose de plus organique, une façon d'être, une architecture mentale. Ce qu'elle faisait depuis 60 heures dans cette cache n'était pas de la prudence excessive. C'était la seule réponse honnête à la leçon qu'Ahmad lui avait laissée. La voix de Reeves brisa le silence à 22h43. Push. Spectre 3. Le changement de registre était infime, mais elle le perçut immédiatement. J'ai du mouvement. Opérateur américain, Nord Valley. Progression en formation serrée. Sarah pivota ses optiques vers les coordonnées qu'il lui transmit en même temps. Elle les vit en quelques secondes. 8 silhouettes en tenue complète, déplacements tactiques propres, disciplinés, rapides. Des professionnels, qui progressaient 30 directement vers l'enceinte et directement vers les 7 couloirs de tir croisés qu'elle avait passé 3 jours à mémoriser. Ils sont sur quelle fréquence ? JSO tactique standard. Je peux les avoir. Attends, laisse-moi écouter d'abord. Elle compta jusqu'à 20 pendant que Reeves lui ouvrait le canal. Elle entendit le chef d'élément, indicatif fantôme 1, conduire sa reconnaissance finale avec la précision concise de quelqu'un qui a fait ça des centaines de fois. Elle entendit le moment où il compta les nids. Elle entendit sa voix changer imperceptiblement quand il comprit ce que signifiait l'architecture de ce dispositif pour ses hommes et pour sa mission. Elle n'eut pas besoin d'entendre davantage. 3 secondes, c'est le temps qu'il lui fallut pour calculer ce qui allait se passer si elle ne faisait rien, ce qu'elle pouvait faire si elle agissait, et ce que cela impliquait pour sa propre mission, sa propre couverture, sa propre sécurité. 3 secondes pour peser tout cela et décider que certains calculs ont une seule réponse correcte, quelle que soit la colonne où l'on range les inconvénients. Elle saisit sa radio et changea de fréquence. L'ordre des cibles n'est jamais une question de commodité. C'est une science à part entière, fondée sur la propagation du risque dans le temps, comment chaque neutralisation modifie le champ de perception des survivants, quels yeux peuvent voir quels autres yeux, quelles éliminations créent de l'aveuglement et lesquelles créent de l'alarme. Sarah avait réfléchi à cette séquence pendant 3 jours sans le savoir, accumulant les données sans encore avoir la question. Maintenant qu'elle avait la question, les réponses de lait s'organisèrent en quelques secondes avec la fluidité propre aux esprits qui ont préparé sans le savoir. Poste 3 en premier. Crête est 847 mètres. Ce tireur avait le champ visuel le plus étendu sur l'ensemble du dispositif. Il pouvait surveiller 5 des 6 autres positions depuis son nid. L'éliminer en premier retirait du système sa capacité d'observation globale. Tant qu'il était vivant, n'importe quel incident perceptible par lui pouvait déclencher une alerte générale. Le supprimer, c'était aveugler partiellement l'ensemble. Sarah régla son optique, corrigea pour la température. Elle avait chuté de 4 degrés depuis le coucher du soleil, ce qui modifiait la densité de l'air sur la trajectoire et exigeait un ajustement au-dessus de la cible. Vent d'ouest entre 3 et 5 nœuds, stable depuis 1 heure, dérive calculée. Elle trouva le point de visée, le tint, et laissa venir l'espace entre 2 battements de cœur. Le fusil expira plutôt qu'il ne tira. Le suppresseur transformait le coup en quelque chose qui ressemblait davantage à un soupir mécanique qu'à une détonation. Un son qui se perdait dans le vent nocturne avant même d'avoir existé pleinement. Elle suivit la trajectoire à l'optique pendant la seconde et demie que mit le projectile à couvrir les 847 mètres. Le tireur en position 3 s'affaissa sans transition, sans le geste théâtral que le cinéma a inventé pour ce moment. Juste une présence puis une absence. Temps écoulé. 1 minute. Elle était déjà sur la cible suivante. Poste 7, flanc ouest, 923 mètres. Ce tireur couvrait l'axe d'approche que les SEALs utiliseraient en terrain pour progresser. La microclimate générée par le relief de l'enceinte créait des turbulences basses, à cet endroit précis. Elle l'avait observé pendant 2 jours en regardant comment la fumée des feux de camp à l'intérieur se comportait en s'élevant. Elle corrigea en conséquence sans hésiter, parce qu'elle n'avait plus à réfléchir. Elle avait déjà réfléchi. Elle n'avait plus qu'à exécuter. 2e expiration du fusil, 2e absence là où une présence s'était tenue. Temps écoulé, 2 minutes 15, poste 5, tour nord, 654 mètres, la distance la plus courte, donc techniquement la plus simple, mais en réalité la plus risquée parce que la proximité augmentait le risque de détecter le moindre reflet d'optique. Sarah avait choisi ce poste en 3e précisément pour cette raison. 2 éliminations silencieuses avaient déjà réduit la vigilance générale du système sans que personne le sache encore. La fenêtre d'impunité était à son maximum. Elle tira.
Le gardien de la tour s'effondra vers l'avant sur son arme, dans une posture qui pouvait passer pour le sommeil. Temps écoulé, 3 minutes 45, poste 2, ridge sud, 1089 mètres. La limite basse de ce que son fusil et ses conditions pouvaient n'en produire avec la fiabilité qu'elle exigeait d'elle-même. Ce tireur était le plus alerte après le 7e. Elle le vit ajuster sa position 2 secondes avant qu'elle achève ses calculs de correction. Elle attendit qu'il se stabilise, sentit une brise légère lui frôler la joue avant que ses instruments la détectent, intégra cette information et pressa. Le projectile mit presque 1 seconde et demie à parcourir le kilomètre. Elle le regarda arriver. Temps écoulé, 5 minutes 30, 2 des positions restantes étaient adjacentes sur l'approche est. Le poste 6 d'abord, 799 mètres, fenêtre d'exposition étroite parce que ce nid avait été construit avec un soin particulier. Sarah attendit. Elle attendit sans impatience parce que l'impatience est une information inutile qui consomme des ressources nécessaires ailleurs. 30 secondes. Le tireur bougea pour réajuster ses coudes, s'exposant sur un angle de 3 secondes. Elle n'en utilisa qu'une. Temps écoulé, 7 minutes 20. Poste 1 ensuite, 712 mètres, ce tireur regardant dans la direction exacte où les cils attendaient. Celui-là, elle ne pouvait pas se permettre de le laisser 1 seconde de plus que nécessaire. Elle tira dès que le calcul fut bon. Temps écoulé, 9 minutes 10. Il restait le 7e, poste 4, 968 mètres. Le tireur qu'elle avait étudié plus longuement que tous les autres, celui dont l'imprévisibilité disciplinée l'avait préoccupée dès le premier soir. Elle s'installa derrière son optique et le chercha dans l'obscurité de son nid renforcé. Il était là, masse sombre derrière des sacs de sable empilés avec soin, seule la ligne du crâne et des épaules visibles, et encore à peine. Elle attendit 1 minute, puis 2. Le temps passait dans sa nuque comme une pression physique. Elle ne l'autorisa pas à modifier quoi que ce soit dans sa respiration, dans sa posture, dans la légèreté de son index contre la détente. À 11 minutes, il bougea. Brusquement, comme pour vérifier quelque chose dans son optique, il se redressa, tête et poitrine haute pendant exactement 3 secondes. Sarah ne lui en laissa utiliser qu'une. 11 minutes 47 secondes. Elle attendit encore 10 secondes avant d'ouvrir la fréquence. Pas par excès de précaution. Par habitude de ne jamais annoncer ce qu'on n'a pas entièrement vérifié. Fantôme 1, ici Spectre 3. Les 7 postes sont neutralisés. Vos couloirs sont libres. Je tiens la couverture. Le silence qui suivit dura assez longtemps pour qu'elle sache que Foster cherchait tous ces mots. Spectre 3. Sa voix avait quelque chose de différent de ce qu'elle avait entendu plus tôt. Pas de l'incrédulité exactement, mais la forme que prend l'admiration chez les hommes qui ont décidé de ne jamais rien laisser paraître. C'est le travail de longue portée le plus remarquable auquel j'ai jamais assisté. Sarah ne répondit pas à ça. Elle avait déjà porté son optique vers l'intérieur de l'enceinte. Il y avait encore du travail. Les cils progressèrent serment bien. Elle les observa depuis son poste avec la satisfaction froide de quelqu'un qui a préparé un chemin et voit des gens compétents l'utiliser correctement. Chaque mouvement économe, chaque transition de couverture exécutée sans signal apparent, comme si les 8 hommes partageaient un système nerveux commun. Ils traversèrent dans la vallée en 4 minutes et atteignirent le mur d'enceinte sans déclencher la moindre réaction. Sarah gardait son optique en mouvement constant, balayant les angles que les cils ne pouvaient pas surveiller depuis leur position basse. C'est ainsi qu'elle les vit, 2 gardes qui émergeaient d'un bâtiment annexe sur le flanc droit, progressant vers le mur à un rythme qui les amènerait à croiser la trace des opérateurs dans moins de 40 secondes. Elle calcula immédiatement. Distance, 1500 mètres environ, à la limite absolue de ce qu'elle pouvait garantir dans ces conditions de lumière. Angle difficile, les 2 hommes partiellement masqués par l'angle du bâtiment. Et surtout, 2 tirs en succession rapide à l'intérieur de l'enceinte, même suppressés, même parfaits, créant un risque de découverte que des tirs à l'extérieur ne comportaient même pas. À l'extérieur, un corps qui s'affaisse dans un nid de tireur passe pour un homme qui sommeille. À l'intérieur, un corps qui tombe dans une cour éclairée pose des questions auxquelles personne ne veut répondre avant d'avoir extrait le paquet. « Jake », murmura-t-elle. 2 gardes, flanc droit, convergence dans 30 secondes sur l'équipe. « Je vois. Tu tires ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regardait les cils, regardait les gardes, calculait les angles et les délais avec cette partie de son cerveau qui ne formule pas en mots mais en probabilités superposées. Pas encore. Les gardes ralentirent. L'un d'eux s'arrêta pour allumer quelque chose. Elle vit la brève lueur, minuscule à cette distance. Une cigarette.
l'autre l'imita. Ils s'immobilisèrent contre le mur, absorbés par ce rituel universel qui suspend le temps, et les cils glissèrent devant leur angle de vue, sans que les deux hommes lèvent les yeux une seule fois. Sarah relâcha une respiration qu'elle n'avait pas su qu'elle retenait. « Fantôme 1, ici Spectre 3. 2 gardes neutralisés naturellement sur votre droite. Continuez. Neutralisés naturellement. » Reeves, dans sa cache, laissa échapper quelque chose qui ressemblait à un rire étouffé. Les cils atteignirent l'objectif en 20 secondes supplémentaires. Elle entendit Mercer annoncer la percée dans le coffre, puis le compte à rebours muet de l'extraction. Ces silences radio qui signifient que des mains travaillent vite dans un endroit sombre. 30 secondes. Elle couvrait les approches, repérait les patrouilles internes, suivait chaque lumière qui bougeait dans l'enceinte. « Paquet sécurisé, dit enfin Foster. On a allé ce qu'on en sponta. On sort. » C'est à cet instant précis qu'une patrouille que Sarah n'avait pas vue, 3 hommes qui longeaient l'angle mort créé par le bâtiment central, tomba sur le point de percer. Elle les vit s'arrêter, vit le geste de l'un d'eux vers son arme, vit la fraction de seconde qui précède le chaos. Puis l'enceinte s'embrasa. Les projecteurs jaillirent en premier, transformant la nuit en quelque chose de blafard et brutal. Les alarmes suivirent, un son qui déchira l'air même à 1000 mètres de distance, et Sarah vit des silhouettes émerger des baraquements avec la rapidité des hommes qui dorment tout habillés parce qu'ils savent que ce moment arrive toujours. Elle en compta rapidement. 10, 20, encore d'autres depuis le bâtiment nord. 40 combattants au moins. 8 cils qui se battaient pour atteindre leur point d'extraction. Elle entendit Foster dans son oreillette, sa voix toujours professionnelle mais tendue d'une façon nouvelle. « Fantôme 1, on est découvert, on s'engage vers l'extraction alternative. » Sarah posa son regard sur la scène en contrebas. L'enceinte en ébullition, les cils qui combattaient en retraite, les lignes de tir qu'elle avait depuis son poste sur pratiquement chaque angle de terrain découvert à l'intérieur du périmètre. La décision n'était pas complexe. Elle était seulement très loin, au-delà de tout ce qu'on lui avait demandé de faire ce soir. « Jake, je fournis l'appui de tir pour leur extraction. Marque-moi les priorités. » Un silence bref. « Tu réalises ce que ça implique pour notre position ?»« Oui. »« Compris, dit Reeves. À toi. » Le premier tir de la séquence d'appui alla à l'officier. Elle le reconnut à la façon dont il se déplaçait. Pas comme quelqu'un qui réagit, mais comme quelqu'un qui organise. Il courait entre 2 groupes de combattants en gesticulant, redistribuant les hommes, construisant quelque chose qui ressemblait à une manœuvre d'encerclement sur le flanc ouest des cils. À 934 mètres, Sarah le prit dans son réticule et attendit une demi-foulée qu'il s'immobilise pour désigner une direction. Il s'immobilisa. Elle tira. L'effet fut immédiat et visible même à cette distance. Les 2 groupes qu'il était en train de coordonner perdirent donc leur vecteur commun, chacun continuant dans la direction qu'il avait reçue, sans personne pour corriger quand la situation changea 20 secondes plus tard. « Mitrailleur en préparation, bâtiment S, 2e fenêtre. » dit Reeves, 1087 mètres. L'homme installait son arme sur un appui de fenêtre avec des gestes méthodiques qui indiquaient l'entraînement, pas de précipitation, pas de tremblement. Un professionnel qui prenait le temps de faire les choses correctement parce qu'il savait que la précipitation coûte plus cher qu'elle ne gagne. Sarah ne lui laissa pas finir. Le servant s'effondra sur son arme avant que le premier coup parte. « Bien, » dit Reeves, sobre, factuel. C'était sa façon de dire que, sans ce tir, les cils auraient pris une rafale en flanc dans les 30 secondes suivantes. Sarah était déjà ailleurs. Elle balayait les angles découverts à l'intérieur de l'enceinte, cherchant les silhouettes qui portaient des systèmes lourds ou qui montraient maintenant par leur comportement qu'elles essayaient d'essayer de reconstituer une coordination. 4 combattants qui traversaient un peu la cour centrale en courant, elle en prit 2 en succession rapide, les 2 autres s'aplatirent et rampèrent d'un vers un couvert, sans jamais comprendre d'où venaient les coups. Bien. Des hommes qui rampent ne tirent pas. RPG, mur nord, 2 servants. Ils préparent un tir sur les véhicules d'extraction. Elle trouva l'équipe en 2 secondes. 896 mètres, mur nord, le tireur à genoux, en train de charger le tube pendant que son chargeur stabilisait la roquette. Elle calcula la priorité le tireur d'abord, parce que le chargeur sans tireur peut chercher un autre tireur, mais un tireur sans roquette chargé a besoin de temps. Elle prit le tireur, il chuta en avant, entraînant le tube avec lui. Le chargeur pivota dans plusieurs directions à la fois, cherchant une menace qu'il ne pouvait pas localiser, et dans cette seconde de désorientation, il s'exposa complètement. Sarah ne gaspilla pas la seconde. La roquette tomba inerte sur les pavés. « Fantôme 1,
Spectre 3. Foster répondait entre deux rafales courtes, sa voix compressée par l'effort physique du combat rapproché. « Les véhicules sont intacts. 2 minutes pour l'extraction. Vous nous avez encore sauvé la mise. » Sarah ne répondit pas. Elle regardait ses munitions. La vérité s'imposait avec la netteté des réalités qu'on a repoussées quelques minutes trop longtemps. Son chargement avait été calculé pour une mission de précision ciblée, quelques tirs chirurgicaux, puis l'exfiltration, pas pour un appui de feu soutenu sur une enceinte de 40 combattants. Elle avait dépensé des cartouches à un rythme que personne n'aurait planifié, parce que personne n'avait planifié cette situation. Il lui restait de quoi tenir encore un peu. Pas longtemps. Chaque cartouche restante devint dans son esprit quelque chose de différent. Non plus une munition parmi d'autres, mais une décision, une priorité. Une question à laquelle il faudrait répondre vite et bien. Elle cessa de tirer sur les cibles d'opportunité et réserva ce qui lui restait aux menaces immédiates sur l'axe d'extraction. 2 combattants qui tentaient d'un train de flanquer les cils par l'est. Elle en prit un, le second comprit le message et se jeta à couvert. Un servant qui cherchait à récupérer la mitrailleuse, abandonnée plus tôt. Elle l'arrêta. « Fantôme 1, on est à l'extraction, » dit Foster. Le son des rotors était déjà perceptible dans sa transmission. « Frambesca à Chapencier. Spectre 3, envoyez vos coordonnées. On vous embarque. » Sarah regarda son poste, regarda l'enceinte en contrebas, encore pleine de combattants qui n'avaient pas localisé sa position et qui cherchaient frénétiquement une origine de tir. 40 hommes, dont certains avaient ras maintenant, des optiques braquées sur les crêtes environnantes. Négatif, Fantôme 1. Si je lève la tête maintenant, tout ce qui reste debout là-dedans a mon vecteur en 3 secondes. Je reste invisible. Partez. Spectre 3, j'insiste. Ce n'est pas une discussion, commandant. Décollage immédiat. Je gère ma sortie. Un silence bref. Puis, compris ? Spectre 3. Je ne sais pas qui vous êtes, mais on ne vous oubliera pas. Bonne chance. Sarah entendit les rotors monter en puissance. Elle garda son optique sur l'enceinte et attendit que les appareils disparaissent avant d'autoriser ses épaules à descendre d'un demi-centimètre. Puis elle se retourna vers le silence et l'obscurité qui l'entourait depuis 72 heures et qui était, pour l'instant, sa meilleure protection. Le dernier bruit des rotors s'éteignit vers le nord comme une respiration qui s'éloigne, et le silence qui lui succéda fut d'une nature différente du silence qui avait précédé, plus dense, chargé de tout ce qui venait de se passer, habité par les échos de ce que l'oreille avait enregistré sans encore avoir eu le temps de traiter. Sarah ne bougea pas. En contrebas, l'enceinte continuait de s'agiter. Des voix portées par le vent, des lumières qui balayaient les crêtes avec une rage méthodique, des silhouettes qui couraient dans des directions que la panique rendait contradictoires. Elle les observa avec cette neutralité clinique qui n'est pas de l'indifférence mais une forme de concentration. Identifier le moment où la recherche deviendrait assez organisée pour constituer une menace réelle, et le distinguer de l'agitation initiale qui brûle de l'énergie sans produire de résultat. Ils vont ratisser, dit Reeves dans l'oreillette. Sobre comme toujours. Oui, on reste. Ce fut ainsi que commencèrent les 30 heures. Les patrouilles sortirent de l'enceinte à l'aube, équipées de lampes puissantes qui découpèrent le terrain en tranches lumineuses. Sarah entendit les chiens avant de les voir. Ce son particulier, bas et intermittent, qui indique que l'animal cherche sans avoir encore trouvé. Elle contrôla sa respiration et regretta brièvement de ne pas avoir de végétation apportée pour masquer davantage son odeur. Il n'y avait que la pierre, la poussière et la chaleur qui revenaient avec le jour comme une punition renouvelée. Les chiens passèrent à 180 mètres. Elle les regarda progresser sans les quitter de son optique, prête à une décision qu'elle espérait ne pas avoir à prendre. Ils bifurquèrent vers le flanc opposé de la crête. Elle attendit encore 20 minutes avant de permettre à ses muscles de relâcher 1/100 de leur tension. Le 2e jour fut le plus difficile. La déshydratation s'installe par étapes, et Sarah connaissait chacune d'elles comme des stations d'un chemin qu'elle avait parcouru avant. La légèreté derrière les yeux d'abord, puis les crampes qui remontent des mollets vers les cuisses, puis cette qualité particulière de la pensée qui devient légèrement translucide, les bords des idées qui s'effrangent un peu, les calculs qui demandent une demi-seconde supplémentaire. Elle gérait ses réserves avec la précision d'une comptable, quelques gorgées à intervalles calculés, juste assez pour maintenir la machinerie cognitive au niveau qu'elle exigeait d'elle-même. La nuit du 2e jour amena autre chose. Dans le noir absolu, quand les patrouilles s'étaient temporairement repliées et que le terrain respirait de ce calme trompeur qui précède parfois l'aube,
Sarah laissa remonter ce qu'elle maintenait habituellement sous la surface par la seule force de l'occupation constante. La lettre existait dans un tiroir de son appartement à Oceanside. Elle l'avait écrite 9 mois plus tôt et ne l'avait jamais envoyée, parce que le moment juste ne s'était pas présenté, et parce que le moment juste est souvent une fiction qu'on invente pour ne pas avoir à franchir le pas. Elle était adressée à sa sœur. Elle ne s'était pas parlé depuis 19 mois, depuis une dispute dont Sarah avait oublié les détails exacts, mais pas la texture, cette façon qu'ont certaines conversations de déposer quelque chose d'irréparable dans l'air sans qu'on puisse dire précisément à quel moment le dommage a été fait. Sa sœur avait dit que Sarah avait choisi une vie qui ne laissait de place pour personne d'autre. Sarah n'avait pas répondu, ce qui était sa façon de ne pas contredire quelque chose qu'elle ne pouvait pas entièrement réfuter. La lettre dans le tiroir disait des choses qu'elle n'aurait pas su formuler à voix haute. Que cette vie dans l'ombre avait un prix qu'elle connaissait et avait choisi de payer. Que ce choix n'annulait pas le reste. Que certaines absences ne sont pas de l'abandon mais une forme maladroite de protection. Ne pas laisser entrer des gens qu'on ne veut pas voir souffrir de ce qu'on risque. Elle n'avait jamais envoyé la lettre. Couchée dans la pierre, à 900 mètres d'une enceinte qui la cherchait, elle se demanda si elle l'enverrait cette fois. Au matin du 3e jour, les recherches cessèrent, pas progressivement, brutalement, comme si une décision avait été prise en haut de la hiérarchie ennemie que le fantôme ne serait pas trouvé et que continuer à chercher épuisait des ressources nécessaires ailleurs. « Il rentre » dit Reeves. « On attend 2 heures. » 2 heures plus tard, ils commencèrent au sainement leur exfiltration. 12 kilomètres à travers un terrain qui n'avait pas été conçu pour être traversé, ravines, éboulis, pentes qui trahissent pan les chevilles dans l'obscurité. Sarah marchait devant, Reeves couvrait l'arrière, et entre eux le silence professionnel des gens qui se font confiance assez pour n'avoir pas besoin de se parler. Ils atteignirent le point de récupération avant l'aube. Le véhicule qui les attendait était banalisé, conduit par un homme qui ne posa aucune question. Sarah s'installa sur le siège arrière, posa la tête contre la vitre froide et dormit pour la première fois en 72 heures d'un sommeil sans rêve. Le commandant Hendrik les attendait dans la salle d'opération, avec 2 cafés et une expression que Sarah apprit à déchiffrer en quelques secondes. Ce mélange particulier d'irritation contenue et de satisfaction mal dissimulée qui caractérise les supérieurs confrontés à des subordonnés qui ont eu raison d'une façon qu'on ne peut pas officiellement approuver. Dalton, Reeves, elle les regarda de la tête aux pieds. La poussière incrustée, les yeux rouges de fatigue, l'économie de mouvement de gens qui ont dépensé jusqu'au dernier centime de leur réserve physique. Asseyez-vous avant de tomber. Ils s'assirent. Le débriefing dura 2 heures. Sarah parla avec la précision sèche qu'elle appliquait à tout, chronologie exacte, distance, séquence d'engagement, évaluation des risques à chaque décision. Hendrik écoutait, en prenant des notes, son stylo s'arrêtant parfois sur un point qu'elle développait, sa main marquant une légère hésitation quand Sarah décrivait le moment où elle avait décidé d'intervenir en faveur des cils. Quand Sarah eut terminé, Hendrik posa son stylo. « Recette chez le sergent-chef Dalton, vous avez de votre propre initiative engagé 26 combattants ennemis, exposé votre position de couverture et fourni un appui de feu, soutenu à une opération classifiée pour laquelle vous n'aviez ni briefing ni autorisation. » Elle marqua une pause. « C'est exact ?»« Oui, commandant. » TV Emporis, et ce faisant, vous avez permis à un élément SEAL de récupérer un paquet de renseignements qui a déjà alimenté 3 frappes réussies sur des cadres ennemis de premier plan. Frappes qui n'auraient sans pas eu lieu si l'équipe avait dû avorter la mission. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Hendrik la regarda un long moment avec cette attention particulière des commandants qui évaluent, non pas ce qui s'est passé, mais ce que la personne en face d'eux est vraiment. Initiative exemplaire, dit-elle enfin. Exactement ce qu'on attend de nos tireurs d'élite en reconnaissance. Reeves est mentionné à égalité dans mon rapport. Vous serez tous les 2 cités. Sarah ne dit rien. Reeves hocha la tête avec la sobriété d'un homme qui n'a jamais attendu qu'on lui dise merci pour faire son travail. La réunion avec Foster eut lieu 3 jours plus tard, dans une salle de briefing sécurisée que Sarah n'avait jamais utilisée. Il était là avec 3 membres de son équipe, debout quand elle entra, ce qui la surprit légèrement. Foster était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé à partir de sa voix radio. Il lui tendit la main avec la directness de quelqu'un qui a décidé exactement ce qu'il voulait dire avant d'entrer dans la pièce. « Sergent-chef Dalton, l'homme dont vous avez sauvé l'équipe. Vous vous en seriez sorti ?»« Non. » Il dit ça sans hésitation, sans modestie performative.
Avec l'équipe RPG et la mitrailleuse en position, nous n'aurions pas atteint l'extraction. C'est une évaluation tactique, pas de la gratitude. L'un de ces hommes, un chef aux épaules larges qui s'appelait Webb Solitash Omsadoletov A. Tropa, ajouta « On pensait que Spectre 3 était une unité Delta ou un actif CIA profond. Apprendre que c'est une tireuse d'élite des Marines qui était simplement au bon endroit avec 72 heures de renseignement, il chercha ses mots, ça rend la chose encore plus remarquable, pas moins. » Sarah résista à l'impulsion de corriger le mot « simplement ». Il n'y avait eu rien de simple dans ces 72 heures, mais expliquer cela aurait ressemblé à plaider, et elle ne plaidait jamais. Foster posa les mains à plat sur la table. Elan SEAL Team 7 ouvre un poste de liaison pour les tireurs d'élite en reconnaissance marine. Quelqu'un qui comprend le travail de longue portée, les opérations conjointes et qui a prouvé sa capacité à fonctionner sous pression extrême, avec un minimum de supervision. Il la regarda. « Je pense que vous savez pourquoi vous êtes dans cette pièce. » Sarah considéra la proposition avec le même sérieux qu'elle aurait accordé à un calcul balistique délicat. Des missions plus complexes, des équipes différentes, un rôle qui n'existait pas dans les organigrammes officiels, mais qui correspondait exactement à ce qu'elle avait fait 3 nuits plus tôt, par instinct et par nécessité. Est-ce que ça implique d'autres situations où je me retrouve à 1000 mètres à neutraliser des menaces pendant que des SEAL enfoncent des portes ? Foster eut un sourire bref. Régulièrement. Alors oui. Elle dit ça avec sa retenue habituelle, le même ton qu'elle aurait utilisé pour confirmer un angle de tir. Mais quelque chose s'était déplacé en elle pendant ces 3 jours dans la pierre et la poussière. Quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer précisément et qu'elle ne chercha pas à nommer. Certains tournants ne s'annoncent pas. On les reconnaît après en regardant en arrière, à la façon dont tout ce qui vient ensuite s'organise différemment de tout ce qui précédait. Elle venait de franchir l'un d'eux. 2 ans après cette nuit dans les montagnes, le nom de Spectre 3 circulait dans les cercles des opérations spéciales avec la discrétion particulière des choses qu'on ne peut pas documenter officiellement, mais qu'on ne peut pas non plus taire entièrement. Il voyageait de débriefing en débriefing, de salle de briefing en salle de briefing, toujours à voix basse, toujours avec cette qualité propre aux récits qui ont été vérifiés assez de fois pour ne plus avoir besoin d'être défendus. Sarah Whitfield, promue sergent-chef après une séquence de missions dont les détails resteraient déclassifiés pour une génération au moins, avait participé à 15 opérations majeures dans le cadre de sa liaison avec la SEAL Team 7. Appui de feu pour des équipes Delta sur 2 théâtres différents. Couverture longue portée pour des actifs CIA en extraction difficile. Chaque fois le même principe. Invisible, décisive, inexistante dans les rapports officiels, sauf sous des indicatifs qui changeaient selon les missions, mais désignaient toujours la même personne. C'est dans ce contexte qu'elle se retrouva un matin devant 22 élèves tireurs d'élite qui la regardaient avec l'attention particulière des gens qui ont entendu des choses et ne savent pas encore si la réalité va correspondre à ce qu'ils ont entendu. Elle commença sans préambule. Avant le premier tir de cette nuit-là, mes mains tremblaient. Le silence qui suivit avait une texture. Elle le laissa exister. Pas d'une façon visible, pas d'une façon qui aurait modifié quoi que ce soit à la précision du tir, mais je le sentais. Cette vibration infime dans les tendons, cette façon qu'a le corps de vous informer que les enjeux sont réels. 7 tireurs d'élite entraînés. 12 minutes. Une équipe entière qui comptait sur quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle regarda les visages devant elle. Jeunes pour la plupart, avec cette intensité caractéristique des gens qui ont choisi ce métier en sachant exactement ce qu'il coûte et en décidant de payer quand même. La peur est une information. Elle vous dit que vous avez compris l'enjeu. Ce qu'elle ne doit pas faire, c'est modifier le résultat. Et elle ne le modifie pas si vous avez préparé le moment avant qu'il arrive. Ces 7 tirs, je les avais déjà effectués mentalement des dizaines de fois pendant 72 heures d'observation. Quand est venu le moment d'appuyer sur la détente, mon cerveau n'apprenait rien de nouveau. Il exécutait. Un élève leva la main. Et si la préparation est insuffisante, si le terrain change toujours. C'est pour ça qu'on prépare davantage que nécessaire, pour avoir de la marge quand il change. Elle quitta la salle de conférence 2 heures plus tard avec la sensation persistante que quelque chose dans cette matinée avait été davantage pour elle que pour ses élèves. Formuler à voix haute ce qu'elle faisait intuitivement depuis des années lui avait révélé des contours qu'elle n'avait pas encore tout à fait examinés.
Ce fut le soir de cette même journée qu'elle rouvrit le dossier. Il était mince, quelques pages de notes manuscrites, des schémas de position tactique, des photographies de reconnaissance prises lors d'une mission 3 semaines plus tôt dans une région différente, sur un autre théâtre. Elle les avait regardées une première fois après le débriefing avec un malaise diffus qu'elle n'avait pas su nommer immédiatement. En les regardant ce soir-là, après avoir passé 2 heures à parler de l'architecture des 7 postes de l'enceinte, elle comprit. La disposition était identique, pas similaire, identique avec les mêmes angles de recouvrement, la même logique de secteurs croisés, la même intelligence dans le choix des positions élevées. Quelqu'un avait construit ce dispositif selon exactement les mêmes principes que ceux qu'elle avait étudiés pendant 3 jours 2 ans plus tôt. Ce n'était pas une coïncidence doctrinale. Les doctrines produisent dans des ressemblances de famille. Ce qu'elle voyait dans ces photographies était une signature, quelque chose d'aussi individuel qu'une écriture, aussi reconnaissable qu'un visage. Quelqu'un formait des tireurs d'élite selon une méthode très spécifique. Ce quelqu'un était encore actif. Et les équipes qui allaient retomber sur ces dispositifs sans 72 heures, en heures de reconnaissance préalable, n'auraient pas une Spectre 3 à 1000 mètres pour leur ouvrir les couloirs. Sarah ouvrit un nouveau dossier et commença à noter. Elle ne parla de cette enquête à personne dans un premier temps, ni à Reeves, ni à Foster, ni à Hendrick. Pas parce qu'elle voulait opérer en dehors des structures, mais parce qu'elle n'avait encore rien de suffisamment solide pour construire un rapport. Elle avait une intuition, des photographies, et la certitude tranquille de quelqu'un qui reconnaît une main humaine derrière un dispositif tactique, parce qu'elle a passé des années à étudier comment les mains humaines laissent donc des traces dans la pierre et dans le terrain. Le formateur fantôme existait. Il opérait sur au moins 2 théâtres, et il construisait des pièges que seul quelqu'un comme elle pouvait démanteler. Elle referma le dossier et regarda par la fenêtre la nuit qui s'étendait sur la base. L'histoire de l'enceinte, elle le comprenait maintenant, n'avait pas été un épisode. C'était une introduction. La nuit tombait sur les montagnes comme une main qui se ferme. Sarah reconnut la formulation dans sa propre tête avec une ironie tranquille. Certaines nuits se ressemblent, certains terrains aussi, et après suffisamment d'années dans ce métier, on finit par voir des échos partout. La question est de distinguer ceux qui sont de simples résonances de ceux qui sont des avertissements. 800 mètres en contrebas, l'enceinte découpait sa géométrie dans les dernières lumières du jour. Vent stable, 3 nœuds d'échos du nord-ouest, dit Amy Callahan depuis sa position, à 2 mètres sur sa droite. Sa voix avait cette qualité particulière des gens qui ont appris à parler moins fort que leur respiration, une compétence qui prend des mois à acquérir et que certains n'acquièrent jamais. Callahan l'avait maîtrisée en 8 semaines. Température en baisse, 5 degrés depuis l'installation. Notez, dit Sarah. Elle avait demandé Callahan comme observatrice 6 mois plus tôt, après avoir travaillé avec elle sur une mission d'évaluation au cours de laquelle la jeune caporale avait produit un rapport de reconnaissance, d'une précision qui dépassait de loin ce qu'on attendait de son grade. 24 ans, 4 années dans les Marines, une façon de regarder le terrain qui n'était pas encore de l'expérience mais qui en avait déjà la structure, cette capacité à voir non pas ce qui est visible, mais ce que le visible implique. Sarah s'était vue en elle, pas avec nostalgie, mais avec la reconnaissance sobre d'une continuité. « Tu vois les positions élevées ?» dit Sarah. Un silence de 8 secondes pendant que Callahan balayait à son optique. « 7, dit-elle enfin. Et puis, après 2 secondes supplémentaires, les secteurs se recouvrent. Toujours. C'est la même architecture que le rapport de Kandahar et que celui du Détroit. Oui. Callahan ne posa pas la question suivante à voix haute, mais Sarah l'entendit dans le silence qui suivit. Cette question que les bons opérateurs posent quand ils ont compris que plusieurs points forment une ligne et que cette ligne pointe vers quelque chose. Quelqu'un les forme, dit Sarah. Le même quelqu'un depuis au moins 2 ans, probablement plus. Elle avait passé 18 mois à reconstituer la piste de ce formateur fantôme, croisant les rapports de reconnaissance, les photographies de positions adverses, les rares témoignages d'opérateurs qui avaient survécu à des dispositifs de ce type. Elle n'avait pas encore de nom, pas encore de visage. Mais elle avait une méthode, une logique, une façon de penser le terrain qui était aussi distinctive qu'une empreinte digitale. Et ce soir, cette empreinte était là, 800 mètres en contrebas, inscrite dans la pierre et dans la disposition de 7 postes de tir. Elle était de nouveau au bon endroit. Mais cette fois, ce n'était pas le hasard. C'est alors qu'elle le vit. Poste 4, flanc nord-est, le même angle que celui qu'elle avait tenu dans ses calculs si longtemps 2 ans plus tôt.
Le tireur qui l'occupait se déplaçait avec une économie de gestes que Sarah reconnut avant de l'analyser. Cette façon d'ajuster ses optiques par touches brèves et irrégulières, de laisser des pauses là où les autres auraient à continuer à pivoter. Une discipline qui n'était pas apprise d'un manuel, mais incorporée par une pratique longue et solitaire. Elle sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Pas de la peur exactement, mais ce que la peur devient quand on lui a appris depuis des années à se transformer en attention accrue. Le 7e tireur de l'enceinte était mort. Elle en était certaine, mais cette certitude ne signifiait pas ce qu'elle avait cru qu'elle signifiait. Elle signifiait que quelqu'un avait formé cet homme-là, et qu'il avait formé celui-ci, et peut-être d'autres encore, dans d'autres pays, sur d'autres crêtes, tous porteurs de la même signature, tous construits selon le même modèle qu'elle n'avait pas encore réussi à remonter jusqu'à sa source. Callahan. Présente. Poste 4. Observe-le pendant 5 minutes et dis-moi ce que tu vois. Elle entendit sa jeune observatrice réorienter son optique. Le silence dura exactement 5 minutes. Callahan avait compris depuis longtemps que les délais qu'on lui donnait n'étaient pas approximatifs. Il anticipe, dit Callahan. Il ne réagit pas au terrain, il le précède. C'est bien. C'est inquiétant. C'est les deux. Sarah colla son œil à son optique et laissa la nuit s'installer autour d'elle comme elle l'avait toujours fait, sans résistance, sans impatience, avec cette disponibilité totale au présent qui est peut-être la seule chose qu'on ne peut pas enseigner et qu'on ne peut qu'apprendre par soi-même, dans la pierre et dans l'obscurité, au bout d'un nombre suffisant de nuits comme celle-ci. Son index effleura la détente. Pas de pression, juste le contact, ce rappel physique que le geste existe, qu'il sera là quand il faudra. Elle n'était pas une légende. Les légendes appartiennent aux récits que les autres construisent sur ce qu'ils n'ont pas vu. Elle était une femme avec un fusil, une observatrice à 2 mètres sur sa droite, 60 heures de reconnaissance devant elle, et quelque part en contrebas un adversaire qui ne savait pas encore qu'elle existait. C'était suffisant. C'était exactement suffisant. Elle attendit.